rencontre sur le site des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais au sein du Salon du Livre de Paris du samedi 22 mars. Voilà, avec Blandine Lejeune qui vient de sortir un livre aux éditions Raverenceau, Dernier Tango à Lille. Donc après les éditeurs, après les associations professionnelles et avant les étudiants, rendez-vous avec une auteure. Donc c'est votre deuxième roman. Oui. Également chez Raverenceau. Oui. Vous avez par ailleurs une carrière qui n'est pas celle d'écrivain. Oui, puisque je suis avocate Voilà. au barreau de Lille et que c'est mon métier principal et qu'à mes heures perdues, je me laisse aller à l'écriture. Et comment ça se passe justement? Comment vous êtes venu à l'écriture? J'ai toujours aimé écrire. J'ai écrit en 2005 une autobiographie qui est un essai sur ma profession et aussi ma vie. Et comment je suis arrivée dans cette profession, qui s'appelle Une femme parmi les hommes. Mais de toujours, quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé écrire. Je suis devenue avocate parce que je n'imaginais pas qu'on puisse devenir écrivain comme ça. Et ça m'a toujours un peu taraudé cette envie d'écrire. J'ai toujours écrit des bribes par-ci par-là, des petits chapitres, des débuts, des commencements sans fin, voilà. Et puis un jour, j'ai eu l'idée d'écrire un roman policier, puisque je trouvais que c'était un bon dénominateur commun entre mon métier et mon goût de l'écriture. Parce qu'il fallait une histoire, donc il fallait que je trouve une histoire, et je me suis laissée aller. Et voilà comment est née Ambroise-Lilloise et ensuite Dernier Tango à Lille. C'est nourri de votre expérience d'avocate? Il y a des faits réels dans l'histoire? Alors il n'y a pas du tout de faits réels, c'est complètement imaginaire, mais étant avocate, effectivement, quand je parle d'une enquête, quand je parle d'un juge, d'un procureur, je sais de quoi je parle. Donc, forcément, il y a un petit peu la connaissance du terrain procédural qu'a l'avocate que je suis, mais c'est complètement imaginaire. Donc, pour moi, c'est une détente aussi, l'écriture, donc je me sors de dossiers souvent douloureux et difficiles que je plaide. C'est aussi un exutoire, c'est aussi un moyen de s'échapper. Ouais. C'est abordé comment dans le métier, justement, cette carrière d'écrivain? C'est bienvenu, c'est très bienvenu. J'ai fait des signatures à l'ordre des avocats qui ont été très enchantés par mes livres. J'ai des lecteurs parmi mes confrères qui aiment beaucoup mes polars. Puis on est pas mal d'avocats à écrire, que ce soit sur l'île ou partout en France. Je pense que les avocats pénalistes ou non, d'ailleurs, pas mal d'entre eux une fibre littéraire qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'avocats qui écrivent. Je ne suis pas un cas rare. Alors maintenant, des polars, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Et là, vous avez... c'est le Dernier Tango à Lille. On commence avec une association... on commence justement autour du tango, on commence chez un psy. Est-ce que vous-même, vous pratiquez le tango? Oui, je pratique le tango, oui. Donc je me suis mise un peu en immersion. C'est la toile de... Voilà, non, je me suis mise au tango et j'écrivais en même temps et je trouvais que c'était un lieu très fascinant et très mystérieux et une danse fascinante et mystérieuse aussi et qui se mariait bien avec un contexte tango. Donc j'ai fait que le héros qui est assassiné est un grand tanguero, professeur de tango. Donc je me suis un peu infiltrée dans le milieu du tango pour décrire des scènes. Et d'ailleurs, il se vend beaucoup dans le milieu du tango. Ah oui. Et il est très apprécié, y compris par des maestros argentins à qui il est offert régulièrement quand les maestros viennent donner des stages de danse. Et ils aiment beaucoup. Ça tombe bien parce que l'Argentine est à l'honneur. Voilà. Oui, je ne pouvais pas rater ça. C'était pas possible. Et vous liez l'histoire, la petite histoire, je dirais, à la grande histoire, parce qu'on est à la fois sur des problématiques lilloises, mais aussi il y a des liens avec la Shoah, avec une histoire beaucoup plus profonde. Tout à fait. Oui. Beaucoup plus noir, beaucoup plus triste. Donc effectivement, le héros qui est assassiné, c'est le héros qui dure peu de temps, mais il est le héros parce que l'enquête sur son assassinat, il est fils d'une rescapée de la Shoah. Donc il a une histoire aussi qui est très mystérieuse aux yeux du commandant Boulard et d'une jeune criminologue qui va l'aider dans son enquête.
Et on va petit à petit comprendre que c'est un imbroglio de ses rapports à sa mère, ses rapports aux femmes, ses rapports amoureux, se cache un secret de famille qui est l'explication un peu et la trame un peu policière de Michel. Il y a toujours beaucoup de choses dans les ombres des familles et les histoires de famille cachent. Oui, je pense, oui. Oui, puis je pense que dans un polar, moi j'aime la psychologie des personnages. Je pense que l'explication à un meurtre sordide, parce que c'est quand même un meurtre sordide, si ça n'est pas l'argent, si ça n'est pas le crime du voleur qui vient et qui trouve le propriétaire et qui le tue, il y a certainement une explication un peu étrange à chercher dans la psychologie des personnages, et c'est un peu ce que j'ai fait en me laissant un peu porter par effectivement cette histoire aussi très, très douloureuse qu'il porte de par son histoire et l'histoire de sa mère. Alors on va revenir à des sujets peut-être plus simples, moins liés au livre, mais c'est l'une des thématiques du salon du livre, ce sont les lettres féminines. Thématique que j'apprécie pas trop parce que bon, c'est un peu bizarre de segmenter comme ça la littérature, mais voilà, vous avez écrit Une femme au milieu des hommes, on est comme ça dans un milieu qui est quand même pour l'instant disons qu'il y a un prime à donner quand même plus aux hommes, en tout cas dans les cadres par exemple de l'édition ou peut-être même de la magistrature. Est-ce que vous le ressentez aussi soit dans votre profession au quotidien ou dans le milieu du livre? Est-ce qu'il y a cette dichotomie ou cette difficulté à être femme au milieu des hommes? Ça peut être un plus, ça peut être une difficulté, ça peut être un plus. Dans mon métier, c'est une profession qui se féminise de plus en plus, la magistrature un peu plus, mais dans le métier d'avocat pénaliste, c'est-à-dire des avocats d'assises, alors là vous avez quasiment plus de femmes, très très peu, beaucoup moins. Parce que c'est un métier usant psychologiquement, éreintant, sans horaire, etc. qui fait que peut-être au départ, quand on est jeune avocat, ça nécessite des sacrifices qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc il y a ça, il y a que c'est un milieu d'hommes, le métier d'avocat pénaliste, parce que la délinquance elle est malgré tout très violente et majoritairement masculine, même si maintenant les femmes commencent aussi à avoir des exemples de violence féminine très forte et de délinquance féminine très violente. C'est quand même encore un phénomène qui n'est pas majoritaire. Donc si vous voulez s'imposer en tant que femme et avocate, il faut, je ne vais pas dire qu'il faut jouer des coudes, mais il faut savoir s'imposer, avoir une personnalité. Peut-être que les femmes s'imposent moins. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication particulière, mais je le constate. Maintenant, dans l'écriture, non, parce que je pense que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'hommes, de femmes. Je pense qu'après, on m'a souvent dit que ce que j'écrivais était féminin. C'est les hommes qui me disent ça. Oui, ça c'est un truc d'homme. Souvent, c'est les hommes Il y a des qui disent écritures ça. féminines. Ouais, Mais c'est vrai que bon, parfois on peut trouver qu'une écriture est plus féminine qu'une autre. C'est vrai que ce que je raconte, c'est ce que j'ai vu en tant que femme, les imbroglios, amants, maîtresses. Cela étant dit, je pense que la créativité, c'est une fibre un peu féminine que les hommes ont. Comme nous, on a des fibres masculines pour d'autres choses. Voilà. Il n'y a rien de sexué en tout cas dans mon écriture, je crois. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre vie ou plusieurs qui ont pu être aussi une source, une volonté d'écrire suite à une lecture ou quelque chose qui vous nourrit au quotidien? Un livre en particulier, peut-être pas. Peut-être pas. Des livres, des écritures qui m'ont touché, mais c'est très hétéroclite. Pas particulièrement le polar d'ailleurs, parce que j'ai été grande lectrice de polar quand j'étais jeune. Après, j'avais vraiment changé de goût. Et j'y reviens un petit peu parce que j'en écris, mais je ne suis pas une grande lectrice de polar comme peuvent l'être certains lecteurs qui me disent que ça, par exemple. Bon, mais j'aime beaucoup les écritures assez classiques, je dois dire. J'aime la grande littérature française. Voilà, j'aime Hervé Bazin. Il y a peu de temps,
Vous voyez, j'ai lu Vipère au plomb. J'avais vu le film avec Elise Sapritch, j'avais vu le film avec Catherine. J'avais jamais pris le temps de le lire. Et j'avais lu d'autres Hervé Bazin que j'avais trouvé merveilleusement écrits. Et Vipère au plomb, là, ça c'est un livre qui m'a effectivement époustouflé, mais c'est assez récent. Comme un François Mauriac qui s'appelle. J'ai oublié le nom. La génitrice. La génitrice. C'est pareil, ce sont des livres qui vous mettent un coup de poing dans le foie et une fois que vous l'avez fini, vous êtes plus le même. Vous n'êtes plus la même personne. Ouais, et c'est des transformations diffuses, mais qui font que peut-être après vous devenez encore plus exigeant avec ce que vous allez lire et avec ce que vous allez écrire aussi. Ouais, c'est des Ça vous remet un petit peu. Voilà, en toute humilité, on se dit on n'est rien à côté de grands écrivains comme ça, mais ça vous donne quand même l'envie que ce que vous écrivez, de bien l'écrire. Je suis assez touchée par de belles écritures. Alors il faut aussi de belles histoires, mais une belle écriture poétique me touche beaucoup, même quand l'histoire est un peu anecdotique. Très bien. Merci beaucoup.